Merci à Muriel et à Hervé de m'avoir invité. Ils en ont manifestement pas marre depuis le temps. J'adore venir me cailler un petit peu au parc des oiseaux. Et bon, ça permet de voir de nouvelles têtes. Je suis content d'être ici. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à vous intéresser, vous amuser, etc. Enfin, vous allez voir, je vais faire des allers-retours entre le problème de l'eau sur la Terre et le problème de l'eau sur la Lune. On fera un petit tour vers les autres planètes, mais extrêmement bref. Pourquoi? Parce que un certain nombre d'articles, vous savez que depuis les missions Apollo, nous étions convaincus que la Lune était un astre sec, mort, etc. Et un certain nombre de mes collègues de Brown, de Carnegie, essayent de convaincre la communauté du contraire. Donc, et le problème de l'eau est lié sur Terre et sur la Lune, est lié de façon jusqu'à présent indissociable de l'âge, des problèmes de l'impact lunaire, et le problème de son âge. Voilà. Donc, comment relie-t-on, compare-t-on les deux planètes voisines qui ont des quantités d'eau qui sont manifestement très différentes? Alors, je vais commencer avec des choses pas propres, donc de la biologie. Pourquoi l'eau est-elle importante pour des aspects de biologie? Donc, c'est une école d'astrobiologie. Et je rappelle des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas pour tout le monde. Quand vous regardez la biologie, la productivité biologique à la surface des océans, je ne parle pas de la Terre, vous voyez que la productivité, une forte productivité biologique est concentrée en deux types d'endroits. Le premier, ce sont les endroits qui reçoivent les décharges des fleuves. Vous le voyez ici, par exemple, le Congo, vous voyez l'Amazone, vous voyez la mer Noire, vous voyez la Chine, le fleuve jaune. Et deuxièmement, la remontée d'eau profonde, ce qu'on appelle les upwelling du Maroc, de Namibie, du Pérou, d'Arabie, etc. Avec un troisième élément qui est souvent négligé, mais qui est quand même assez important, c'est les upwellings équatoriaux qui sont dus à la divergence à la différence entre la position de l'équateur météorologique et de l'équateur physique, dans une inversion de Coriolis. Donc, comment une planète peut développer ce type d'activité? Et manifestement, c'est quelque chose qui a à voir avec les continents, donc il va falloir s'occuper des continents. Alors, on va se poser la question, c'est quel est le rôle de l'eau dans une planète, à l'intérieur d'une planète? Bon, pour l'extérieur de la planète, c'est plus facile, c'est la biologie, c'est diluer le pastis, etc. Beaucoup de choses très importantes. Donc vous avez ici la première fonction de l'eau. Alors ici, on regarde la contrainte et ici, on a la déformation. On applique une contrainte et on a une vitesse de déformation. Et si on compare quelque chose qui est sec, une olivine qui est sèche et une olivine qui sont humides, on voit que l'eau a tendance à réduire la viscosité du manteau. Donc ça va affecter la convection du manteau. Alors, ce mode va être extrêmement important parce que si je compare la situation de la Terre à gauche, là va faire des plaques qui peuvent, une convection qui peut se faire beaucoup plus facilement puisque c'est plus visqueux. On peut donc évacuer la chaleur interne beaucoup plus facilement sur la Terre qui a une tectonique des plaques qu'ailleurs. Vous voyez quelque chose qui est rouge, ça remonte. Puis on a une plaque à l'extérieur qui va s'enfoncer. C'est une façon simple de représenter les choses. Alors que si vous êtes sur Mars, vous avez un couvercle stagnant. Un couvercle stagnant oblige la chaleur à être évacuée, non pas avec des rides médio-océaniques, mais l'oblige à être évacuée par diffusion, par conduction thermique au travers d'une couche limite. Et donc c'est un processus qui est très peu important. Donc la convection est difficile sous un couvercle stagnant. C'est ce que l'on voit ici. Il y a quand même une convection. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de convection sur Mars, mais c'est quand même, ça me paraît assez difficile à éviter. Et vous avez, alors ça a des conséquences qui sont considérables. C'est comme la convection, elle est là, et en dessous il y a le noyau de la planète.
C'est un peu comme dans le flic à Beverly Hills, hein, si vous mettez une banane dans le pot d'échappement, il faut une source chaude, une source froide, et il faut donc qu'on puisse évacuer la chaleur pour faire fonctionner une dynamo. Si vous n'avez plus de dynamo sur une planète parce que c'est trop chaud, on n'évacue pas la chaleur, ben, il se passe des tas de choses, il n'y a plus de ceinture de radiation, donc il y a érosion de l'atmosphère, etc., etc. Il arrive tout un tas de choses désagréables à une planète qui a une mauvaise convection. Alors globalement, si vous comparez la Terre et Mars, hein, alors il y a deux effets, en fait je vais faire un raccourci assez rapide, de l'eau sur la géodynamique d'une planète, qui sont l'effet sur la viscosité, mais également l'effet sur ce qu'on appelle la tension de rupture. Lorsque vous tirez sur quelque chose, il y a des objets qui sont très solides, mais qui résistent mal à la tension, le verre par exemple. Et donc l'eau a également tendance à réduire la tension de rupture des roches solides. Et donc, ce qui fait que si on intègre tout ça dans une comparaison, c'est juste un vieux papier de Paul Taclay, qui a presque une quinzaine d'années, pas Paul, mais le papier, et on voit ici, donc quand on a de l'eau, eh bien, on a de la tectonique des plaques. Lorsqu'on n'a pas d'eau, lorsqu'on a un manteau on a un couvercle stagnant et puis on n'a pas de convection de la même façon, donc c'est une conséquence assez dramatique sur l'état de la dynamique de la planète, avoir de l'eau. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais définir l'eau comme un élément parce que on pourrait dire l'hydrogène. L'oxygène on en a partout, ça nous est égal, mais ce qui est important c'est l'hydrogène. L'hydrogène a une masse très faible. Il réagit avec des tas de choses parce qu'il est facile à combiner avec des tas de choses. Mais donc, vous m'excuserez de parler de l'eau comme un élément. Si je vous dis que je ne vais pas le faire, je le ferai quand même et ça va nous tromper. L'eau, en fait, n'est pas un élément si particulier que ça. Vous savez, les gens disent l'eau c'est magique. Alors le motto de la NASA, c'est dire suivez l'eau pour trouver la vie. Qui à mon avis est assez bidon, si j'ose dire. Mais l'eau est un élément comme un autre. Alors, il a une propriété, c'est que H2O a une masse moléculaire faible. Donc, si vous pensez à l'abaissement du point de fusion créé par l'eau ou l'élévation du point d'ébullition, effectivement, l'eau a des propriétés qui sont meilleures que d'autres corps pour changer, comme des propriétés un peu particulières, mais pas si particulières que ça. Et l'autre, bien sûr, c'est les ponts hydrogènes. Mais l'eau, je vais vous montrer simplement sur des corrélations. Alors ici, c'est l'eau en fonction du zinc, un autre élément volatile. Vous voyez des météorites, ici des météorites, et puis les planètes. Vous voyez que l'eau est corrélée au zinc. Voilà, c'est assez simple. Donc l'eau, vous savez, il existe des théories, par exemple, de ce qu'on appelle dans le self-shielding. Ah oui, ça va être dur de m'empêcher de faire ça, de bouger. Dans certaines théories sur l'origine des fractionnements, des variations isotopiques dans le système solaire, ou de la variabilité isotopique, on fait appel à une séparation de l'eau par rapport aux autres éléments. Voilà, c'est un truc dont on n'en a pas vraiment besoin parce que l'eau se promène avec tout le reste, que ce soit le zinc. Alors, vous voyez, si j'avais le carbone, vous allez me dire pourquoi j'ai divisé par calcium, c'est pour normaliser un élément réfractaire, pour que les choses soient bien propres, hein, parce que quand on enlève des éléments volatiles, on augmente par différence, par bilan simplement, les éléments réfractaires. Donc j'ai divisé par rapport à calcium comme élément réfractaire, vous voyez, ça fait une bonne corrélation. On aura avec le zinc, donc avec l'eau, avec l'azote, avec le soufre, je pourrais mettre tous ces éléments. Tous ces éléments volatiles ont une histoire. Ils ont des gènes communs, si vous voulez. Hein, voilà, ils ont des propriétés communes et on ne peut pas séparer l'eau. On ne peut pas dire « Ah, j'ai trouvé de l'eau sur la Lune », sans dire non. Il faut qu'il y ait de l'azote, il faut qu'il y ait du carbone, il faut qu'il y ait d'autres choses. Ce n'est pas une propriété. On ne peut pas séparer arbitrairement l'eau du reste des autres éléments volatiles. Voilà. Alors, maintenant, on va faire de la cuisine cosmique. Et on va, parce que c'est très important de voir quelle est la différence entre une planète comme la Terre et une planète comme la Lune. La Terre a un océan, la Lune a peut-être de l'eau, mais il n'y a pas de quoi prendre des grands bains chauds.
Donc on va comparer l'histoire de la condensation de la Terre et l'histoire de la condensation de la Lune, la création de la Terre et de la Lune, en des termes chimiques relativement simples, inexacts, mais qui vont nous éclairer un certain nombre de choses. Alors vous voyez ici que la composition du milieu dont on démarre, qui est là, au premier ordre, parce que je vais contredire ça dans un proche avenir, vous voyez que la composition de la moyenne de la nébuleuse, on pourrait penser, comme l'ont fait des tas de gens depuis des décennies, de dire le Soleil, c'est la plus grande partie de la masse de la nébuleuse solaire, donc on va prendre le Soleil comme composition moyenne de tout. Alors le Soleil, la seule chose qu'on puisse faire, c'est aller échantillonner optiquement la photosphère, et dire voilà, on a la composition de la nébuleuse solaire. Vous voyez que cette composition est largement dominée par l'hydrogène, il y a un petit peu d'hélium et il n'y a rien du tout du reste. Et c'est ça qu'il faut retenir, il n'y a rien du tout du reste. Un petit peu, mais bon, à peine. Alors, les éléments importants, c'est l'oxygène, le magnésium, le fer, l'orange. L'oxygène est là, ça, le bleu doit y avoir du magnésium, voilà, qui est ici, le silicium, il y en a un petit peu, voilà, ces éléments qui sont importants sont là. Hein. Et donc, lorsqu'on fabrique des planètes au début du système solaire, on est dans un gaz d'hydrogène et un petit peu d'hélium, il faut oublier l'hélium pour l'instant, et le reste, c'est rien du tout. Lorsque l'on va condenser du matériel planétaire, eh bien, on va perdre une partie de rien du tout, c'est-à-dire rien du tout. L'hydrogène sera toujours là. Donc le refroidissement, je vais en reparler, de la nébuleuse solaire n'est pas lié à la condensation, il est lié simplement à l'expansion de la nébuleuse solaire, à l'expansion de l'hydrogène, parce que les choses s'étalent avec le temps, puis vous allez voir qu'il y a d'autres faits. Alors, comment fait-on pour définir la volatilité des éléments dans un contexte comme ça? On va essayer de leur trouver un ordre hiérarchique. Hervé a déjà montré des choses tout à l'heure. Et on va se baser sur de la thermodynamique. La thermodynamique est assez basique. On part d'un gaz qui est à une température où tout est volatilisé. Pourquoi tout est volatilisé? Parce que simplement, lorsqu'on a l'accrétion de la nébuleuse, le matériel se sédimente dans le plan équatorial. Pourquoi dans le plan équatorial? Parce qu'il faut conserver le moment angulaire. Si on tombe comme ça, verticalement vers le centre, on a un problème parce qu'on ne conserve pas le moment angulaire. Donc, pour conserver le moment angulaire, on va avoir une sédimentation dans le plan équatorial, et puis on va jouer au billard avec tout le reste, et puis il y a du matériel qui va aller vers le centre, et du matériel qui va aller vers l'extérieur pour faire tout ça. Alors ce qui va aller vers l'extérieur, ça va se refroidir, ce qui va vers l'intérieur, ça va produire de la chaleur, tellement de chaleur que le matériel qui arrive au centre, cette chaleur représente, cette température représente l'énergie gravitationnelle de la nébuleuse, plus quelques réactions radioactives, mais on verra plus tard. Et donc la boule centrale se réchauffe, et donc il fait très très chaud près du Soleil. Alors au début, c'est une étoile un peu spéciale, on va appeler ça une étoile T-Tauri, comme l'étoile de T de la constellation du Taureau. Et cette étoile-là irradie de la chaleur, alors ça va monter, on va avoir de l'ultraviolet, on va avoir des rayons X, etc. Donc on va monter, on va avoir des radiations qui font que c'est chaud, on va chauffer par radiation. Et quand le matériel qui, lui, s'étale vers l'extérieur, celui qui va servir à faire les planètes, lui va se refroidir. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de petit homme vert qui enlève les calories. Voilà. Puis il y a de la radiation, bien sûr, en dehors du système solaire, mais il y a une certaine opacité. Donc on utilise ce type d'équation qui est là, vous voyez, vapeur de magnésium, vapeur de SiO, oui, parce que tout le Si est sous forme de SiO, comme tout le carbone est sous forme de CO.
Hein, il n'y a pas de... Bon, ça c'est très important à avoir en tête. De l'eau, et puis on va faire... Et voilà. Et on va faire un Mg2SiO4 qu'on va appeler par convention olivine. Et puis il va sortir de l'H2. Alors vous voyez que cette réaction, bien sûr, elle va avoir un coefficient de loi d'action de masse, et qu'elle va être dépendante de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est la pression totale, puisque 99, des poussières, c'est de l'hydrogène. On va avoir une pression d'hydrogène qui va évoluer. On va prendre 10.3, 10.4 bars de l'hydrogène, etc. On va essayer. Et donc, lorsque cela va se refroidir, c'est-à-dire lorsque la pression de vapeur de l'olivine va être supérieure à celle qui amène à la saturation, si on veut, on va commencer à précipiter des minéraux. On ne précipite quasiment aucun liquide magmatique, on va directement du gaz au solide. Donc voilà, on calcule les ΔG, on va dans les tables, c'est un vieux truc, en fait ça date du début des années, c'est encore une idée de Urey, avec des gens comme Lord, etc. Et puis on va condenser des choses, on peut calculer une température de condensation, et vous comprenez que cette température de condensation, elle est dépendante bien sûr du K qui est là, le coefficient de loi d'action de masse, dépendante de la pression d'hydrogène. Voilà. Et lorsqu'on a une telle vapeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a condensation successivement de différents éléments, différents minéraux, différentes phases solides. Alors au début, apparaissent des choses très importantes, mais peu significatives volumiquement, qu'a montré Hervé ce matin dans ses belles photos. On voit des inclusions réfractaires à calcium-aluminium, les fameuses CAI. Voici le type de composition, alors des minéraux aussi célèbres que des titanates, des ibonites, des façaïtes, des choses comme ça. Mais il y en a très peu. Vous voyez, alors on est en K, entre 1700 K jusqu'à vers 1400 K, on cristallise des minéraux avec des noms à coucher dehors, mais qui n'influent pas tellement sur le bilan, à part qu'on enlève tous les éléments ultra réfractaires, calcium, alors ce qui nous intéresse, calcium, aluminium, titane, ça en enlève une partie, et puis toute la bande des terres rares, du zirconium, du titane, de l'hafnium, etc., etc. Puis là, ça s'arrête, hein, vous voyez, il ne se passe plus rien. Et alors là, j'ai reporté ici la fraction condensée de la fraction du matériel condensable, c'est-à-dire sans l'hydrogène, sans l'hélium. Donc j'ai pris le matériel condensable, et là j'ai 100% du matériel condensable qui a disparu, donc il ne reste plus que de l'hydrogène et de l'hélium. Et puis là, patatras, grosse catastrophe, entre 1350 et en gros 1200 degrés, précipite massivement les minéraux qui vont faire les planètes telluriques, c'est-à-dire le matériau du noyau, le fer et le nickel, et puis les matériaux du manteau. Alors on va prendre le manteau superficiel, c'est les olivines, les pyroxènes, seulement olivines, pyroxènes, des grenats ou des phases lumineuses, des choses comme ça. Vous voyez que très rapidement, avec un faible incrément de température, on cristallise la quasi-totalité de la planète. Et puis là, tout s'arrête presque. Alors on a une planète un peu bizarre, qui est faite d'olivine et de pyroxène, un petit peu qui a disséminé des minéraux à la gomme, des titanates et des trucs comme ça que je vais vous montrer, puis il ne se passe plus rien. On n'a pas de potassium, on n'a pas de soufre, on n'a pas d'éléments volatiles, quoi. Alors là, progressivement, en verre, commence à cristalliser des éléments alcalins, potassium, rubidium, sodium, etc., jusqu'à ce qu'on arrive vers 700 K à la précipitation des sulfures. C'est pas le mien, ça, c'est le tien. Voilà, tu vois, là. C'est bien la peine de me dire de raccrocher. Donc, on arrive à 700 K, c'est-à-dire 400 degrés C. On a précipitation des minéraux sulfurés, enfin des éléments sulfurés. Alors je vais citer le zinc, le plomb, il y a encore un plein comme ça. Puis de nouveau ça s'arrête, on va reprécipiter d'autres sulfures, les sulfures de basse température, genre mercure ou des choses comme ça. Et puis de nouveau ça s'arrête. Et il faut attendre un bon moment
avant que le carbone, l'eau, l'azote, etc., commencent à cristalliser vers 200 à 300 K, quelque chose comme ça. Donc l'idée que je veux imprimer sur cette conversation, c'est que la condensation, la création des planètes, la création du matériel planétaire, est un phénomène discontinu. Il y a des paliers. Donc il y a le palier réfractaire, hyper-réfractaire, il y a le palier hyper-réfractaire, il y a le palier réfractaire de silicate, enfin qui fait le manteau et le noyau, il y a le palier des sulfures, et bien plus loin, il y a le palier des éléments ultra-volatiles qui sont l'azote, l'eau, le carbone, etc., etc. Ce que je vais vous dire, je vous annonce pour que vous ne soyez pas surpris, c'est que si la condensation s'arrête en cours de route pour une raison X ou Y, nous allons dévoiler maintenant, eh bien, on ne sera pas allé jusqu'au bout. Une planète qui n'a pas condensé de potassium, qui n'a pas condensé de zinc, etc., n'aura certainement pas condensé d'eau. C'est pas évident. On n'est pas allé jusqu'à... Alors il semble que la Terre se soit arrêtée un petit peu par là, donc il y a très peu de sulfure. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des sulfures dans Mars, je pense que tout le sulfure qu'il y a dans Mars est à la surface. Voilà. Alors pour vous éclairer ça, je vous donne un vieux diagramme alors voici la fraction de l'élément condensé, c'est le contraire de tout à l'heure, et voici la température. La seule chose que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est pour que condenser un élément, l'intervalle de température est extrêmement étroit. C'est-à-dire qu'on passe quasiment de 98% à 2% de condensation d'un élément, généralement en une cinquantaine de degrés. Donc quand un élément décide je me barre, voilà, c'est en 50 degrés que ça se fait. Hein, on ne va pas dire, on peut condenser un petit peu d'eau vers 1200 degrés, on en remettrait vers 800, puis après on en remettrait beaucoup vers 200. Non, non, ça ne marche pas. On condense sur des intervalles de température qui sont extrêmement étroits. Alors il y a des exceptions qui sont les alcalins, alors là on monte à 100 ou 150 degrés, et il y a d'autres éléments à la gomme, comme l'europium, comme l'aluminium, etc. Bon, ça c'est pas très important. Mais en gros, retenez que les éléments condensent sur un intervalle de température qui est très étroit. C'est pour ça que l'on peut définir ce qu'on appelle une température de condensation. Alors on met dans ce processus la température à laquelle 50% de l'élément a condensé, et on a de cette façon-là la température de condensation. Et on peut définir une échelle de volatilité pour la nébuleuse solaire. Alors vous voyez ici, ça c'est Cathy Loders qui a fait ça en 2003, c'est extrêmement populaire. Alors on voit les éléments réfractaires. Alors ce qui est en vert, ce sont les éléments lithophiles, si mes souvenirs sont bons, ceux qui fabriquent le manteau et la croûte. Chalcophile, ça fabrique des sulfures, bien que chalcos veut dire cuivre, ne cherchez pas la logique, ça c'est Goldschmidt, je sais exactement Berzelius. Et les bleus, les sidérophiles, sont ceux qui vont dans le métal. Alors on peut aussi aller dans le métal et dans le noyau. C'est le cas d'un certain nombre d'éléments schizophrènes comme le fer, le tungstène, le chrome, etc. Bon, il y a des choses qui se discutent. Hein, voilà, mais il faut retenir que là, bien sûr, vous voyez, ces températures de condensation sont très basses. Et vous voyez des éléments ici qui sont volatiles. Alors je vais nommer le zinc, 700 degrés, le plomb, à peu près 700 degrés. Je vais nommer quoi bon, bien sûr, ces éléments qui sont là. Alors paradoxalement, le chlore, le fluor, etc., c'est pas si basse température que ça, hein, mais on en rediscutera après de ça. Voilà, vous avez des éléments comme le thallium. Alors le mercure, c'est rien, quoi. Alors si vous prenez l'oxygène, si vous prenez l'azote, vous voyez, on est 40, 100, 150 degrés K. Hein, K. N'oubliez pas. Donc c'est vraiment des éléments très très volatiles. J'ai un diagramme un peu pataquès, mais qui marche relativement bien. Voici la température de condensation à 50%, enfin le nombre d'éléments qui est là. Vous avez un pic pour les éléments réfractaires, hein, et ultra-réfractaires, puis les éléments réfractaires qui sont là. Vous avez un trou ici, les éléments alcalins et certains chalcophiles, alors comme le cuivre par exemple, qui vont condenser vers 1000 degrés. Hein. Puis vous avez un trou
les éléments chalcophiles de basse température, un énorme trou, et enfin les éléments volatiles. Donc si vous arrêtez la température ici, hein, vous ne devez pas voir de volatile dans le matériel qui est là. Et ça, c'est une chose que la littérature ignore souvent. Alors pourquoi aurait-on des variations de température? Ben, vous connaissez, si je fais, alors je fais ça dans le plan, j'aurais pu faire ça en volume, pourquoi aurait-on des variations de température? Eh bien, si vous imaginez que vous soyez dans votre salle de bain, ça c'est votre radiateur, votre radiant qui est là, et puis à une certaine distance, il faut que la quantité de chaleur qui se soit échappée de la source reste conservée. La quantité totale de chaleur émise là doit se retrouver comme la somme de la quantité de chaleur sur le rond rouge, doit se retrouver comme la somme de la quantité de chaleur sur le cercle bleu. Sauf si vous avez de l'absorption, à ce moment-là, où il faut qu'il y ait de l'opacité dans la longueur d'onde prévue. Donc, vous pouvez penser que vous avez... Ça, c'est un principe qui est relativement important. Donc, cela veut dire que quelque chose qui est près, vous l'aviez remarqué, si vous êtes près de votre radiateur dans la salle de bain, c'est plus chaud que quand vous êtes loin. Hein, c'est les lois en 1 sur R2, comme la gravité, comme etc., etc. Voilà. Et quand on applique ça à une étoile Thétaurie, ben on a la même chose, on a une salle de bain un peu grande, mais c'est le principe le même, avec le Soleil, les planètes, et vous avez ici une zone froide. Alors, à une certaine température, la glace va se condenser, il n'y aura pas d'eau liquide condensée, et c'est ce qu'on a appelé la ligne de neige, la ligne de glace, ça porte plusieurs noms, c'est, voilà, ça devra être situé en moyenne entre Jupiter, la ceinture des astéroïdes ou quelque chose comme ça. Donc Jupiter nous montre qu'il faisait froid dans la zone de condensation de Jupiter, puisqu'on a tout un tas de gaz qui sont dans la boule de gaz. Donc là, ça veut dire qu'il faisait vraiment froid. Hein, ça va vraiment très loin. Alors par contre, Mars, ben, il ne faisait pas très froid. Voilà, Vénus, peut-être un peu plus, mais bon, vous pouvez imaginer la situation. Donc on a une ligne de glace dans une étoile Thétaurie. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile Thétaurie? C'est une proto-étoile. On a une condensation, on a une accrétion de la matière vers le centre. Hein, et que ce qui se passe, eh bien, il y a des radiations qui sont émises par l'étoile centrale, et comme il y a des débris rocheux qui sont là, ces débris rocheux absorbent, puisqu'il y a une opacité, absorbent de la lumière, ils vont absorber de l'UV, ils vont observer peut-être quelques rayons X, une lumière très énergétique, et comme eux sont froids, ces débris rocheux, ils vont la réémettre dans l'infrarouge. Donc vous allez avoir un excès d'infrarouge et un déficit des autres longueurs d'onde émises par ces étoiles qui ont un débris, ce cercle qui est autour, et elles sont en train de produire. Alors vous remarquerez les jets ambipolaires ici qui résolvent le problème qu'il y a de plusieurs siècles d'âge, qui était de savoir pourquoi tout le moment angulaire du système solaire était condensé dans Jupiter. C'est-à-dire que la vitesse de rotation du Soleil a été freinée par des phénomènes électromagnétiques et qu'on a perdu de la matière qui a emporté le moment cinétique du Soleil ici. Voilà la façon ce que c'est qu'une étoile Thétaurie. Et ça dure combien ce truc-là? Bon, on en reparlera. Voici une étoile Thétaurie, je ne sais pas laquelle c'est, ça n'a pas d'importance. Voilà. Vous avez un débris. Alors là, je me suis mis en, je ne sais pas quelle longueur d'onde, mais on voit que ce débris rocheux va émettre un excès d'infrarouge, et c'est ce qui nous permet de voir qu'une étoile est vraiment Thétaurie. Alors on va regarder parmi ces étoiles ou parmi ces groupes d'étoiles, quelle est la probabilité de survie d'une étoile, du disque rocheux après un certain temps. Les disques, en fait, je dis disque rocheux, c'est en fait un disque de débris qui sont minéraux et gaz, hein, et moléculaires. Alors vous avez des gaz qui vont absorber aussi, et vous avez des débris rocheux. Donc l'étoile va éclairer de l'intérieur, et puis l'intérieur va réémettre avec un excès, et on va mesurer en quelque sorte l'intensité de l'absorption, et voir combien de temps ce disque de débris tourne autour de l'étoile. Et on voit donc la fréquence des disques Thétaurie qui est là, alors de 0 à 100%,
des disques moléculaires et rocheux qui sont là, en fonction de l'âge. Alors l'âge, combien on l'obtient? On l'obtient par, il faut faire confiance aux astronomes, ça nous arrive des fois, donc ils ont des séquences extrêmement détaillées pour l'histoire des systèmes stellaires, en fonction de la masse, la luminosité. Une étoile va suivre un chemin particulier et on sait à quel âge elle est à quel endroit. Donc on a une mesure de l'âge assez précise et on voit que, à peu près, si on se met à 5 ici, 95% des étoiles ont perdu leur disque absorbant en moins de 5 millions d'années. Et ça a été une grande révolution des années 80, c'est de montrer que les phénomènes stellaires sont extrêmement rapides. Pour nous, c'est extrêmement rapide. Donc, le Soleil, notre Soleil, a perdu son disque de gaz et de poussière en probablement quelques millions d'années. Il l'a perdu comment? C'est ce qu'on appelle la photoévaporation. C'est la pression de la radiation. On cogne avec des gammas d'un côté, avec des photons d'un côté. Donc ça fait bouger la matière et on a c'est tellement fort qu'on a une troncation au bout de certains temps, et donc le disque nébulaire est tronqué, on a perdu les gaz, et alors là, pour faire une planète sans gaz, c'est pas bien, c'est moyen. Donc on sait que les planètes se sont formées avant la perte du disque moléculaire et du disque de débris qui est là. Alors ça se voit, si je reporte la composition de la Terre normalisée à la composition du Soleil. Alors ce n'est pas du Soleil, on va prendre les météorites carbonées, les CI, c'est pareil, peu de choses près, à 99% d'hydrogène près, c'est la même chose. D'accord ? Donc on va normaliser ça, on va normaliser la composition de la Terre par rapport aux chondrites carbonées CI, les plus primitives. Et on va reporter en fonction de la température de condensation ici, ce bel alignement qui est là. Voilà, et on voit, alors on normalise le magnésium pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, pour enlever l'effet de concentration, ou de dilution. Et on voit que, on a commencé à avoir un déficit en éléments à partir d'une température de condensation de 1000 ou 1100 degrés, un déficit significatif. Donc la Terre n'est pas arrivée jusque-là, n'est pas arrivée jusqu'à la condensation des éléments volatiles parce que le disque a été soufflé par l'étoile Théorie, par les vents Théorie, avant que la condensation soit complète. Alors on va se poser la question, est-ce que ça a pu être une chose qui a été perdue après? C'est difficile de perdre du matériel du champ de gravité d'une planète. C'est sûr que vous pouvez perdre de l'hydrogène sur la Terre, mais essayez de perdre du mercure, essayez de perdre du thallium avec une masse de 200, vous n'y arriverez pas, parce que ça va rester dans le champ de gravité. Alors je sais bien que quand on dit qu'on tape fort dans un ballon de foot, on dit qu'on va le satelliser. Alors le satelliser, mais on ne va pas l'envoyer en orbite, on ne peut pas faire ça. Alors, pour envoyer en orbite, ce serait plus compliqué encore. Donc on va retomber. Beaucoup de choses qui sont extraites. Pour sortir du matériel de l'orbite terrestre, il faut qu'on ait une vitesse qui soit supérieure à la vitesse d'échappement, qui est 11 km par seconde, et ça correspond à une température absolument énorme. Donc c'est difficile de perdre du matériel, sauf sur des petits objets. C'est pour ça qu'on a des gaz quand même sur la Lune, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Alors, on va essayer de parler de l'eau. D'abord sur la Terre, on va faire des allers-retours entre la Terre et la Lune. Voilà. Alors, Hervé vous a un petit peu expliqué l'histoire des différents minéraux magnésiens. Il est clair que la Terre a de l'eau. Quand il y avait eu un océan magmatique, il y avait de l'eau dessus, sinon il n'y aurait pas eu d'océan magmatique. La réponse est relativement simple. S'il n'y a pas d'eau au-dessus d'un océan magmatique, on fait une croûte, la lave perce la croûte et la croûte est enfoncée immédiatement parce que la croûte est plus dense que
le liquide, donc le tombe au fond. Et donc la lave est exposée, elle irradie la voie de Stéphan dans l'espace, et puis le magma se cristallise en peut-être quelque chose comme 100 000 ans, et ça va très très vite. Donc il faut quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être que l'eau qui va réagir et permettre de faire une croûte légère, qui va être probablement une croûte hydratée. Alors vous pouvez imaginer les minéraux qu'il y a. À basse température, c'est la serpentine. Si vous lui chauffez un peu les fesses, là, vous allez avoir du talc et de l'anthophylite. Muriel en a un petit bout à montrer là-bas. Hein. Et puis, vers 600, 700 degrés, on commence à réhydrater et on reforme de l'olivine après ça et de l'eau. Mais si vous êtes à des températures qui sont entre 650 et 400 degrés, vous aurez des minéraux légers, hydratés, qui pourront faire une croûte et ralentir le refroidissement de l'océan magmatique, puisque la chaleur devrait être transmise par conduction. Voici le dessin qu'on avait utilisé avec Maude Boyer. Voici des serpentines d'Issua avec des péridotites hydratées. Voici des serpentines qui sont là. Voici des talcs, du talc, vous voyez. Et on voit ça, ça existe. Bon, c'est des choses qui sont relativement bien comprises. Vous le regardez en lame mince. Vous retrouvez, vous voyez, ces noyaux-là, c'est d'anciennes olivines qui sont remplacées par de la serpentine et de la chlorite. Et ici, vous avez des carbonates qui sont infiltrés. Donc c'est ce qui reste une péridotite et qui a réagi avec l'eau de mer. Voilà la tête que ça a. Et ça a produit, bien sûr, dans des quantités monstrueuses d'hydrogène et de tout un tas d'éléments, d'ailleurs, qui sont intéressants. Alors, on va comparer la Lune et la Terre. La Terre, c'est ça. Alors ça, c'est une Terre. J'ai choisi le Sahara parce que il n'y a pas trop de végétation. Et donc, vous avez ici des granites. Alors ça, c'est la dorsale de Regibald. Ça, c'est la Dare des Iphora, probablement. Grand Dike qui est ici. Vous avez des zones de collision qui sont là. Mais c'est tout du granit. On va dire, pour simplifier, c'est du granit. Le granit, c'est la fusion de basalte hydraté, ou c'est la fusion ou l'interaction de cette fusion avec de la péridotite, mais il faut de l'eau pour faire des granites. Voilà, on a des continents, et on a une dichotomie entre des continents qui sont dominés par des compositions grosso modo granitiques, ou leur produit d'érosion, des sédiments, des choses comme ça, c'est pas grave, et puis des océans qui sont situés bien plus bas, 4000 mètres plus bas, et qui sont composés de basalte. C'est cette dichotomie imposée par la tectonique des plaques qui est absolument spectaculaire. Sur la Lune, c'est tout à fait différent. Voici Jack Schmitt, ici, c'est Apollo 17. Et voici un rocher d'anorthosite. Alors vous voyez les montagnes lunaires, quand vous allez avec votre copain, votre copine, roucouler sous la Lune et que vous regardez les parties blanches, c'est des anorthosites, c'est-à-dire des roches fabriquées de feldspath. Si vous ne le saviez pas, ça va un peu ruiner vos émotions, mais ce n'est pas grave. Et vous avez ici un bassin d'impact, qui est en fait un impact d'une grosse météorite qui a été remplie vers 3,4 milliards d'années par des basaltes, ce qu'on appelle les basaltes des mers lunaires. Voilà, on n'est pas là. Alors, pour comparer, on sait qu'il y a de l'eau sur la Terre, c'est pas la peine de voir, est-ce qu'il y en a sur la Lune ? Alors pour essayer de comprendre ça, on va essayer je ne vais pas vous refaire le coup de l'impact géant, vous en avez entendu parler. À peu près tout le monde, la quasi-totalité des gens s'accordent sur le fait que la Lune résulte d'un impact géant. Savoir si c'est une petite planète, si c'est une grosse planète, on en discute activement aujourd'hui, c'est pas évident. Il n'y a aucun résultat définitif pour dire que l'impacteur était gros ou petit, ce qui a des conséquences considérables sur l'origine du matériel lunaire, parce que dans un cas, l'origine d'un impacteur, dans l'autre cas, l'origine, c'est la Terre. Alors, suivant que vous avez. Mais si vous comparez la photosphère solaire, vous vous rappelez, avec l'hydrogène et l'hélium, et vous comparez ça avec la composition de la Terre. Si vous fondez la Terre, alors là, c'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez du silicium, du magnésium, du fer, de l'oxygène, etc., qui sont là. Puis vous avez, mais il n'y a quasiment pas d'hydrogène, pas d'hélium, etc., etc. Donc on est dans une histoire différente. Donc, on va avoir un impacteur, cet impacteur va nous vaporiser des tas de cochonneries dans l'atmosphère, et puis on va avoir un disque qui va se former,
pour la même raison qu'on forme un disque nébulaire. Hein, et donc on va sédimenter le matériel va se sédimenter sur le plan équatorial du disque. Et puis qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des gaz, on va avoir des vapeurs, et puis on va avoir des échanges de moments angulaires. Hein, et puis il y a une limite qui est très intéressante, ce qu'on appelle la limite de Roche. La limite de Roche, c'est en gros la distance à laquelle vous pouvez garder d'une planète à laquelle vous pouvez garder un gros rocher sans qu'il se casse spontanément. C'est-à-dire que la partie distale est moins attirée par la planète que la partie proximale, et donc si la différence de force est supérieure à la tension de rupture, ça se casse. Et vous faites des anneaux de Saturne. Les anneaux de Saturne, on peut rien, pas moyen de garder quoi que ce soit de rangé là du côté de Saturne, parce que ça tire d'un côté plus que ça tire de l'autre, donc ça se casse. Et vous avez des morceaux partout et vous ne pouvez pas les reformer. Donc, à la limite de Roche de la Terre, qui va se situer, si mes souvenirs sont bons, à quelques rayons du centre de la Terre, va séparer deux choses, un disque de débris qui va dériver immanquablement vers l'intérieur, et puis par échange de moments angulaires entre le gaz, par friction, hein, entre le gaz et la partie solide, il y a une partie qui va s'échapper, qui va passer derrière la limite de Roche, et cette partie-là pourra se condenser en une planète qui va être la Lune. La Lune va se former lorsque des débris de l'impact se seront réfugiés derrière la limite de Roche de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que la Lune? On fabrique une planète comme ça. Alors, il y a des films qui vous montrent comment on arrive à fabriquer la Lune à partir de ces débris. Et puis, tout ça, c'est très chaud, hein, c'est très très chaud, c'est à des températures de 1500, 1800 degrés, etc. On va probablement perdre des volatiles dans la partie supérieure de ce disque lunaire. Puis tout va tomber dans une planète qui va être largement fondue. Alors, comme vous a expliqué Hervé, hein, c'est un océan magmatique comme ça, c'est très, très important. Il y a des cumulats, voilà, puis il y a un océan magmatique, et cet océan magmatique va se différencier entre l'intérieur avec des minéraux lourds et des minéraux qui flottent, qui sont le plagioclase. C'est pour ça que la Lune est blanche, sauf là où il y a des trous. Hein, elle est blanche parce qu'il y a des plagioclases partout, et voilà ce que ça fait. Alors ça donne ce genre de cailloux, ce qu'on appelle les highlands, les montagnes lunaires. Ça, c'est une troctolite, si mes souvenirs sont bons, c'est plagioclase et olivine. Et voilà un morceau des highlands là, qui a été récupéré dans les missions Apollo 16, Apollo 17, je ne sais pas exactement. Voilà. Et vous avez alors on met une couche anorthositique au-dessus d'un manteau. Et le manteau lui-même va se différencier avec les derniers jus qui donnent ce fameux creep à la sortie. On ne va pas en parler de ça. Alors comment traiter la condensation pour comprendre les volatiles? Il faut que je fasse le même effort que celui que j'ai fait pour la volatilité, ou que d'autres ont fait à ma place, pour l'échelle de volatilité. L'échelle de volatilité de la nébuleuse ne peut pas être appliquée à la condensation de la Lune. Pourquoi? Parce que lorsque je condense de l'olivine, la nébuleuse solaire, elle n'a rien à voir, rien à foutre de ça. On est dans les ppm là. Alors que si j'ai explosé la Terre et je l'ai volatilisée, je vais avoir de façon dominante de l'olivine. Donc si je commence à précipiter de l'olivine dans mon nuage, voilà, hein, je vais vous traduire ça. Alors, un disque lunaire fait de vapeur de silicate devrait... Alors d'abord, il va être beaucoup moins réducteur. Ça paraît assez extraordinaire, mais il n'y a pas d'hydrogène dans le disque lunaire. Donc c'est moins réducteur que dans un disque nébulaire. Forcément. On ne peut pas faire autrement. Voilà, la température de condensation des phases minérales dépend de la pression partielle des éléments et donc de la pression totale, mais la pression totale, c'est plus la pression d'hydrogène, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène. Donc, quand on va précipiter le fer, quand on va précipiter l'olivine, etc., la pression va s'effondrer et l'échelle de condensation, vous pouvez prendre le papier, mon collègue Eric Aouri qui essaye de faire ça sur la Lune, elle est complètement bidon. On ne peut pas transposer la température de condensation de la nébuleuse solaire à la formation de la Lune. Ce n'est pas possible. Je vais vous montrer qu'on peut avoir des choses qui sont importantes. Alors, avant de trouver une interprétation, je vais vous dire comment on apprécie, comment on estime la quantité de volatiles qu'il y a dans une planète.
Alors, la méthode que je préfère, je ne suis pas le seul, c'est d'utiliser une propriété de certains éléments, du rapport de certains éléments, qui les rend insensibles aux événements magmatiques. Si vous prenez du nickel, par exemple, dès que vous précipitez une olivine dans un liquide magmatique, tout le nickel va passer dedans, et donc vous ne savez plus combien il y a de nickel dans la roche initiale, parce que ça a été... Voilà. S'il y a de la fusion, eh bien c'est pareil, si vous prenez des éléments incompatibles, comme ce qu'aime bien Hervé, eh bien vous allez enrichir si vous avez un faible taux de fusion, et vous allez appauvrir si vous avez un fort taux de fusion. Alors on va prendre des éléments dont le rapport ne varie pas lors des processus magmatiques. On va prendre que cela. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors je vous donne un exemple, césium, rubidium ici. Alors je reporte en fonction de césium, vous voyez que ce rapport ne change pas dans le processus magmatique ici. Ce rapport césium sur rubidium, ça c'est les basaltes terrestres, il est quasiment constant, quel que soit le niveau d'enrichissement, le niveau de cristallisation, etc. etc. Donc on a, alors pour vous donner un exemple, ça c'est un exemple historique, Peter Michael en 1995 a appliqué ça pour la première fois à la Terre. Il a pris des basaltes et il a reporté le rapport de l'eau à 3 éléments des terres rares voisins, le lantane, le cérium, le néodyme. Et vous voyez, alors il l'a reporté en fonction d'un paramètre dont vous vous foutez complètement, mais qui peut représenter le taux de fusion du manteau. On fait varier le taux de fusion du manteau, donc le rapport lantane sur samarium va changer, le rapport niobium-zirconium va changer, mais en gros on veut montrer que c'est insensible au phénomène magmatique. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que H2O sur La diminue dans ce sens-là, donc La est l'élément le plus compatible, ça c'est l'élément le moins compatible, voilà, qui est le néodyme, et vous voyez que l'élément central, le cérium, ce rapport ne bouge pas. Et donc il y a une logique extrêmement forte. Vous voyez, H2O sur La diminue, H2O sur Nd augmente, H2O sur cérium reste constant. Donc on va dire que H2O a les mêmes propriétés magmatiques que cérium. Donc si j'ai une idée du cérium dans la Terre, j'ai une idée de l'eau. C'est assez rusé comme truc. Alors voilà, ça a été appliqué par des tas de gens et à la Terre, et on peut trouver des couples comme ça qui sont superbes, des couples qui ne sont pas affectés par les phénomènes magmatiques, le couple rubidium sur barium. Alors c'est très important parce que certains sont volatiles, certains sont réfractaires. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de trouver l'abondance relative des réfractaires et des volatiles dans une planète ou dans la Terre. Alors, rubidium sur barium, potassium sur uranium. Uranium est épouvantablement réfractaire, le potassium est assez volatile. 1000 degrés à peu près. Zinc sur fer, pareil, le zinc c'est 700 degrés, le fer c'est 1300 degrés, et le rapport zinc sur fer ne bouge pas dans les processus magmatiques. Et vous en avez d'autres, germanium sur silicium, et le magique H2O sur cérium, qui est là. Donc si je regarde, alors je me pose la question de est-ce que la Lune est appauvrie en éléments volatiles? La réponse c'est yes. Yes indeed, parce que vous regardez où se met, alors le rubidium volatile, le barium réfractaire, je le reporte en fonction de barium ici, voici les échantillons terrestres, et voici les différents basaltes lunaires. Il y a une différence, hein. Il y a une différence entre différents types de basaltes, ce qui veut dire, à mon avis, que la Lune n'est pas homogène. Mais vous voyez que la Lune est appauvrie en rubidium par rapport au barium. Vous ne pouvez pas, c'est difficile à y échapper. Faites pareil sur potassium, uranium, le volatile sur le réfractaire. Potassium sur uranium, c'est un nombre magique, ça vaut 10 000 sur toute la Terre. Voici la valeur des basalte terrestre qui est ici, une valeur de 10-12 000 qui est là, qui est très constante, indépendante du potassium, quasiment indépendante du potassium. Donc ce rapport ne bouge pas. Vous regardez les roches lunaires, le rapport potassium sur uranium est bien plus faible dans la Lune. Donc la Lune est appauvrie dans l'élément volatile qui s'appelle potassium lorsqu'on prend la référence de l'uranium. Et on continue comme ça. Là, on a fait ça l'année dernière à Lyon, le rapport zinc sur fer, et mon collègue Sintili de Rice, voilà, le rapport zinc sur fer est extrêmement constant dans les basaltes,
et dans les roches magmatiques terrestres. Donc vous voyez, ce rapport est très très constant, zinc sur fer en fonction du fer ici. Et vous voyez que la roche, les roches lunaires, les minéraux comme les roches totales sont toutes appauvries en éléments volatiles zinc. Donc la Lune est clairement appauvrie dans tous les éléments volatiles que l'on a pu mesurer qui sont pas. Alors, bon, ça c'est le truc. Alors pour l'eau, on peut faire pareil, pour prendre le rapport H2O sur cérium. Vous prenez les chondrites, le rapport H2O sur cérium est de 300 000. Beaucoup ça. Vous prenez la terre silicatée, c'est-à-dire les basaltes terrestres ou les péridotites, etc. Ce rapport est de 300, donc la terre est appauvrie en eau par rapport au cérium, par référence aux chondrites. La Lune, alors je vous montrerai la valeur que j'ai choisie ici, 0,3. Ici, donc elle est 100 fois plus appauvrie en éléments volatiles, mais il y a des exceptions, ce qu'on va discuter maintenant pour ne pas vous laisser trop de frustration, c'est ces fameux verts orange et ces verts verts qui sont des exceptions et qui ont des valeurs d'H2O qui sont nettement plus élevées. Donc la Lune reste une planète extrêmement appauvrie. Alors comment se fait-il que deux voisins aient une quantité d'eau qui soit si différente l'un par rapport à l'autre? Alors pour ça, j'ai inventé, un jour où je m'ennuyais, une échelle, non pas de volatilité, enfin, j'ai inventé ma propre échelle de volatilité. Comment je l'ai faite? On part du principe que la définition physique avec les mains de la volatilité, l'énergie qu'il faut pour faire passer du magnésium, du silicium, de l'oxygène de la forme olivine, Mg2SiO4, à la forme vapeur, Mg et Si et O, ou SiO, c'est pareil. Cette énergie se décompose en trois différents éléments. L'énergie pour passer d'un minéral à l'autre, par exemple, pyroxène, olivine, etc., ça c'est peanuts. Toute la pétrologie que vous avez expliquée en termes d'énergie, c'est peanuts. C'est quelques pourcents de l'énergie totale pour la vaporisation. Vous allez mettre peut-être 10 ou 15% d'énergie pour fondre l'olivine et la transformer en liquide d'olivine. Tout le reste, c'est la vaporisation. Donc toute l'énergie qu'il faut pour condenser ou pour évaporer, c'est lié au changement d'état entre la vapeur et la phase condensée. Le reste, on peut l'oublier, ça c'est de la pétrologie, c'est sympa, on peut faire du terrain avec, mais d'un point de vue énergétique, ça, ce qui compte, c'est l'énergie pour vaporiser. Donc lorsqu'on va condenser, ce qui est le contraire de la vaporisation, eh bien il va falloir tenir compte de l'énergie. Alors comment peut-on mesurer l'énergie de condensation, de vaporisation? Eh bien je vais aller dans des tables de chimie, je vais prendre des énergies, des liaisons, MgO, SiO, etc. Alors j'ai quelques problèmes pour l'eau par exemple, ou pas pour l'eau, pour le chlore, alors je vais prendre ClCl, pour le fluor je vais prendre ClF, etc. Et pour valider mon modèle, je compare pour la Terre les énergies que je mesure ici, l'énergie de la liaison, avec la température à 50% de condensation pour la Terre, déterminée par l'odeur. Si je vois que ça marche pour la Terre, je vois que j'ai bien quelque chose qui est une excellente corrélation. Là, vous retrouvez des éléments comme le fer, le manganèse, le SiO qui est là, l'iterbium, etc. Vous voyez les halogènes qui sont là, vous voyez l'eau, l'azote, CH4, les gaz rares, etc. La corrélation est assez bonne, je crois. Donc on peut avoir ici, l'idée c'est d'avoir une échelle de volatilité qui est indépendante de la pression d'hydrogène. Donc je ne suis plus dans les conditions nébulaires, mais je peux quand même associer une énergie à, et voilà ce que ça donne quand on le fait. Voilà la Terre qui est en bleu, la Terre c'est toujours en bleu, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en fonction cette fois-ci de l'énergie de la liaison. La bonne chose, c'est que je peux faire une extrapolation sur l'eau, sur le carbone, sur l'azote, des choses comme ça. Et puis je le fais après sur la Lune. Alors je ne peux pas le faire sur tous les éléments parce qu'on n'a pas de bonnes estimations de la composition du manteau lunaire. On n'a que
dans le manteau, on n'a pas de roches du manteau lunaire. On a des roches, des anorthosites, on a des basaltes. Remarquez, c'est un peu pareil sur la Terre. Sur la Terre, on a la composition de la lithosphère qui est sous la croûte continentale. On n'a pas d'échantillons du manteau convectif. Il y en a quelques-uns, ça s'appelle les péridotites océaniques, mais elles n'ont pas la conscience tranquille, ces péridotites océaniques. Si elles sont là, d'ailleurs, si elles n'ont pas fondu, c'est que c'est pas net. Hein. Donc on n'a pas, en fait, de vrais échantillons, ni sur Terre, ni sur la Lune, mais surtout sur la Lune, d'échantillons du manteau lunaire. Donc on se débrouille, on n'a pas tous les éléments, il y a des arguments qui font... Alors j'ai retenu ces éléments qui sont là, et vous voyez que la corrélation avec l'énergie de liaison est bonne, et que si je prends les basaltes pour l'eau, alors ça c'est H plus exactement, je vois un intervalle de variation de H, mais je vois que pour tous les autres éléments, la Lune est un petit garçon bien élevé, elle le fait comme les autres, elle aligne ces éléments volatiles comme à la parade, d'accord, et il n'y a pas de quoi en faire un drame. Donc la Lune est appauvrie de façon significative en éléments volatiles, même si certains échantillons, que sont ceux-là, on va revenir voir ces échantillons, ont de l'eau en quantité importante. Alors c'est quoi, qu'est-ce que c'est comme échantillon ? Erika Horry de la Carnegie et son collègue Alberto Sal de Brown ont eu l'idée de mesurer la teneur en eau, d'abord dans des verres, ce qu'on appelle les sols orange, je vais vous montrer qu'ils sont ici, et en fait ils ont pris des inclusions vitreuses à l'intérieur des olivines, se disant, cela scelle bien, on scelle bien l'eau dans une inclusion vitreuse. On va voir que c'est faux, mais disons l'intention était bonne. On prend le verre, non pas le verre qui est à l'extérieur du matériel vitreux, mais on prend le verre à l'intérieur de l'olivine, comme ça il y a un petit coffre-fort, et on a les bonnes concentrations de ces verres là-dedans. Alors voici la tête que ça, ils ont mesuré ça, alors on va passer le fluor et le soufre, mais ils ont mesuré l'eau et ils ont trouvé que ces verres des sols orange, je vais vous définir ce que c'est, contenaient des quantités très importantes d'eau et ils en ont conclu, mais on s'est tous trompés, l'eau des basaltes s'est évaporée et en fait quand on regarde des roches qui ont été préservées, on retrouve des grosses quantités d'eau qui sont équivalentes à celles de la Terre, donc la Lune a de l'eau. Alors, la NASA est dans tous ses états, est en ébullition, c'est le cas de le dire, hein, et puis on envoie des morceaux de fusée se percuter la Lune pour voir s'il y a de l'eau dedans, on n'en trouve pas, mais on dit qu'il y en a un petit peu, il y a l'équivalent de quelques cuillères à soupe dans l'impact, mais c'est pas grand-chose. Alors qu'est-ce que sont que ces roches très particulières? C'est des roches que les astronautes avaient repérées depuis l'orbite, ce sont des fontaines, ce sont des roches émises par des fontaines de lave et qui laissent retomber des billes de verre, un peu comme des cheveux de pelé, pour ceux qui connaissent la volcanologie, à part que c'est rond. Donc il y a une explosion phréatomagmatique, en gros, qui expédie en l'air un certain nombre de billes, et quand ces billes retombent, puisqu'elles sont rondes, ça veut dire qu'elles sont déjà froides, sinon elles seraient comme des bouses de vache, hein, faut quand même, si c'était du magma. Donc elles sont rondes, elles contiennent de l'eau, et dans Oura, on a démontré qu'il y avait des laves avec de l'eau, parce qu'elles étaient mises en place tellement rapidement qu'on n'a pas perdu d'eau. Voilà, alors même chose avec un verre vert, là, 15426. Voilà, alors on trouve aussi de l'eau dans les apatites, mais ça je vais en parler. Les apatites sont des phosphates de calcium, et on trouve de l'eau, elles ont jusqu'à quelques milliers de ppm d'eau, et on trouve quelques apatites lunaires. Je vais revenir sur cette histoire parce qu'elle est particulièrement... Alors, je ne vais pas y revenir, je vais développer maintenant. Et l'argument donc, de ce groupe de Caltech est de nous dire, ça c'est Jeremy Boyce de Caltech, de nous dire voilà, ben, les apatites de ces choses contiennent à peu près, en marron, là, contiennent à peu près la même quantité d'eau que les apatites terrestres. Donc il y a de l'eau dans la Lune. Bon, là ça devient sérieux, il faut commencer à réfléchir. Là. Il y a deux indications comme quoi il y a de l'eau dans la Lune. Alors on va essayer de comprendre quand même l'apatite, les phosphates de calcium dans la Lune. Première chose qui devrait nous avoir interpellés quand même, c'est qu'il y a deux formes d'apatite, il y en a plus que ça, mais il y en a les deux formes principales, sont l'apatite, le phosphate de calcium. Le phosphate de calcium qui s'appelle apatite
et qui est le seul phosphate de calcium, à une exception près dans le monde, en Sibérie, le seul phosphate de calcium qui est présent dans les laves terrestres. Il n'y a pas de wheatlokite. La wheatlokite est un phosphate de calcium sans eau. C'est le phosphate de calcium dominant de toutes les roches lunaires, qui occasionnellement contiennent quand même un petit peu d'apatite, alors que les roches terrestres ne contiennent jamais de wheatlokite. Donc l'apatite c'est mouillé, la wheatlokite c'est sec. Il n'y a pas de wheatlokite sur la Terre, donc c'est mouillé. Ça c'est big news. Mais si on a de l'apatite dans les roches lunaires, est-ce que ça veut dire que les magmas sont mouillés? Mais en fait, pour atteindre la précipitation, la saturation en apatite dans les magmas, il faut cristalliser au moins 95% du magma. Alors vous concentrez à peu près tout. Hein, si vous faites des jus, là vous avez des jus résiduels, et effectivement, vous faites accroître la quantité d'eau dans le magma résiduel, et vous pouvez fabriquer un petit peu d'apatite. Mais c'est rare. Hein, et il faut des conditions extrêmes. Regardez, ça c'est la fraction de liquide résiduel, là vous arrivez à 5%, vous commencez à avoir suffisamment de phosphate pour préparer de l'apatite, ici. Alors, le seul fait que l'apatite soit absente, soit peu fréquente sur la Lune aurait dû nous... Alors voilà, cette apatite, c'est quand même une chose qui est un peu bizarre. De la même façon, je vais dire que ces vers oranges sont des échantillons qui sont extrêmement rares. Enfin, il y a plusieurs affleurements de ce qu'on appelle des roches pyroclastiques, hein, ce sont des fontaines de lave, qui ont craché leurs billes à la surface de la Terre, et celle-là c'est la plus belle, vous voyez la tête que ça, c'est bien rond, hein, ça retombe, c'est comme ça. On savait depuis longtemps qu'il y avait des fluides dedans, on le sait depuis les années Apollo, hein, et ça c'est pas une vraie surprise, voilà la tête que ça a. Voilà où ça a été ramassé, de nouveau Jack Schmitt qui est là, avec sa... S'il n'y avait pas ça, on dirait que la photo est en noir et blanc. Hein. Voilà, vous voyez les montagnes lunaires de Nortosite, et puis ça c'est le fameux cratère de Shorty qui est là. Voilà, alors l'eau a des compositions, oui c'est une chose qu'on peut dire, l'eau a des compositions qui sont assez proches de celles des chondrites carbonés. C'est difficile à calculer. Alors voilà peut-être que les sols dans lesquels il y a ces vers oranges, ces petites billes, voilà la tête que ça, hein, c'est là. Vous voyez, ils ont pris une petite pelle, ils ont fait le forage, tout le monde parlait que de ça. Hein, voici le sol orange, et il y a effectivement beaucoup. Alors voici le sol vert, alors il y a quelques billes dispersées dedans, mais c'est beaucoup moins riche. Donc c'est des choses qui ont été transportées, mais pas énormément. Voilà, donc ce sont des roches qui sont inhabituelles. Et alors on peut se dire, mais pourquoi donc y aurait-il de l'eau? Et alors on se dit, bon, tant qu'on reste avec l'argumentaire qui est que l'inclusion vitreuse contient de l'eau et la contient dans un petit coffre-fort qui l'empêche de changer, mais c'est pas vrai en fait, on a fait des manips. Si vous prenez de l'olivine avec une inclusion vitreuse, vous la mettez 1 heure à 1100 degrés dans une étuve avec de l'eau, et bien l'inclusion vitreuse sera pleine d'eau. Donc ça va rentrer, vous allez faire rentrer de l'eau dedans. Donc s'il y a de l'eau qui est arrivée, qui est dans cette... Alors vous voyez, ça c'est distance, voici comment, les analyses, ça c'est Glenn Gaetani à Woodsole qui a fait les manips, hein, on peut mesurer, voici une inclusion vitreuse ici, dans laquelle on peut mettre de l'eau, on peut la faire entrer, la faire sortir en quelques heures. Donc c'est pas un système qui est fermé. Donc on a mis de l'eau dans ces trucs-là, et comment on a mis de l'eau? Ben voilà, ma conclusion sur la Lune, c'est que la Lune, comme on le sait depuis l'émission Apollo, elle est sèche comme un coup de trick. Hein. Voilà, Horry et Salle, ils ont montré que ces vers orange et vers verts contiennent des excès de volatiles, personne ne va disputer ça. Hein. Par contre, ces volatiles ont été réintroduits par la suite. Comment peut-on réintroduire des volatiles sur la Lune alors qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'il y a sur la Lune qu'on voit dans les sols, etc. C'est des impacts de météorites. C'est des morceaux de fer, de météorites. Donc si vous avez quelque part un gros objet qui est une chondrite carbonée, qui est une chose comme ça, et que vous avez un basalte qui passe au travers, eh bien, vous allez avoir de l'eau. Hein, imaginez une grosse météorite carbonée qui rentre dans le sol lunaire. Alors comment puis-je dire que ce n'est pas une ânerie?
Simplement, on a vu qu'il y avait des excès d'iridium, il y avait des excès de choses comme ça dans ces verres-là. Il y a également une présence de graphite en quantité énorme. Le graphite en quantité énorme, si ça ne vous rappelle pas les chondrites carbonées, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, effectivement, ces verres sont des basaltes qui semblent s'être mis en place dans un sol qui est riche en météorites carbonées. Mais ça ne suffit pas pour dire que la Lune est une planète humide. Voilà. Alors, d'où viennent ces volatiles si voilà, on a la Terre qui en a beaucoup, la Lune qui en a presque pas. D'où ils viennent? Il va falloir trouver, ils viennent de... voilà, je connais mes classiques, ça vient d'ailleurs, quoi. Si ça ne vient pas d'ici, ça vient d'ailleurs. Donc, les interprétations jusqu'à présent qui dominait chez les géologues, c'est que l'eau était dégazée de l'intérieur de la Terre, mais cette eau, elle est en équilibre du point de vue des rapports D sur H avec l'eau de mer. Il y a tout un tas d'arguments qui nous font rejeter aujourd'hui que l'eau est de façon primaire à l'intérieur de la Terre en quantité relativement importante. Vous prenez une éruption comme celle-ci, c'est de l'eau phréatomagmatique, ce n'est pas de l'eau du manteau. Quand vous prenez un manteau avec une composition de basalte de rides, il y a un petit peu d'eau dedans, mais c'est pas grand-chose. Et ça peut être, et c'est certainement, vu les compositions de delta D, de l'eau réinjectée dans le manteau. Ce qui me fait dire que cette eau, cette absence d'eau dans les planètes n'est pas une absence qui est liée à une revolatilisation par des impacts tardifs ou des choses comme ça, c'est ce diagramme-là qu'on a sorti avec Jean-Marc Luc il y a quelques années déjà, et on voit la composition isotopique du zinc. Alors ça, c'est rapport 66 sur 64 du zinc. Le zinc a plusieurs isotopes, 64, 66, 67, 68, 70, vous m'entendrez en parler un peu. Je me suis fait hydrolyser par Sarah hier, donc je vais peut-être parler des phosphates et du zinc. Donc, vous voyez ici une relation entre les isotopes du zinc, le rapport 64 sur 66, et le rapport Mg sur Zn qui est là. Mg, c'est un élément réfractaire, ça, c'est un élément volatile. Donc, s'il y avait un effet de volatilité, vous vous attendriez que lorsqu'il y a moins de zinc, moins d'éléments volatiles, on va vers la droite, on devrait également avoir moins d'isotopes légers, c'est-à-dire aller vers le haut. Or, la tendance est exactement l'opposé. On devrait avoir, si on vaporise quelque chose, le résidu doit être enrichi en isotopes lourds, c'est-à-dire en zinc 66, et doit être enrichi en magnésium par rapport au zinc. Et on a ici une tendance, et puis la Terre n'est pas dessus. Donc on se dit que faire appel à une volatilisation simple, ça ne marche pas. Et ça se comprend. Alors je vais vous montrer quelques diagrammes rapidement. En fait, il n'y a pas une nébuleuse, il y a des nébuleuses solaires. Et ça se voit très bien dans un certain nombre de diagrammes. Alors vous avez l'habitude, vous avez probablement vu, cette corrélation entre l'oxygène 17 et l'oxygène 18. On vous montre la ligne des roches terrestres, hop, la ligne des roches terrestres qui est là. On vous montre Mars qui est là, on va vous montrer les eucrites qui sont là, puis on va vous montrer les chondrites carbonées, les inclusions réfractaires. Et vous voyez ce que fait un processus naturel, genre métamorphisme, magmatisme, etc., c'est ou même l'altération, c'est promener vos points le long de droites parallèles à celle-là. Si vous sortez du parallélisme, cela veut dire que vous avez une origine de l'oxygène qui n'est pas la même. Donc on peut dire que l'oxygène de Mars n'est pas le même que l'oxygène de la Terre, et certainement très différent de celui du Soleil. Le Soleil, il est quelque part à moins 50%. Le Soleil, il est sur la chaise, là. Voilà. Donc, si le Soleil est sur la chaise, c'est que le Soleil n'a pas la même origine, l'oxygène du Soleil n'a pas la même origine que l'oxygène des planètes. Donc, ça veut dire que c'est irréconciliable. Et comment peut-on le démontrer de façon encore plus éclatante? C'est en voyant que certaines anomalies isotopiques, comme le chrome 54 ici, sont corrélées
à l'excès d'oxygène 17, c'est-à-dire l'élévation au-dessus de la droite terrestre ici, et c'est exactement le cas pour le titane. On voit qu'en fait, il existe au moins, alors si vous mettez ça dans un diagramme oxygène-oxygène, vous voyez que vous avez au moins 3 composants. Il faut absolument au moins 3 ingrédients d'origine différente pour faire la nébuleuse solaire. Et il en faut probablement 5, parce qu'il y a les grains présolaires, parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Mais la nébuleuse solaire a été faussement considérée comme un milieu homogène, un milieu beau, etc. Alors ça fout tout en l'air, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais là c'est tellement éclatant, c'est des choses qui sont pas vieilles, hein. Vous ne trouverez pas ça dans les bouquins, ça fait 4 ou 5 ans, 3-4 ans qu'on se rend compte de ces choses-là. Donc le Soleil est différent de la Terre, différent de Mars, différent des Eucrites, différent de tout ce que vous voulez. Donc, et il y a des proportions de ces composants qui sont différents au travers de la nébuleuse solaire. Et alors d'où vient l'eau? Ben, si on regarde l'eau, où est-ce qu'on trouve de l'eau? Ben, on va trouver de l'eau dans les chondrites carbonés, on va trouver de l'eau dans les comètes, et cette eau sera différente de l'eau de l'intérieur du système solaire. Alors on peut imaginer, ça c'est le... Vous avez peut-être vu ce film, c'est Sean Raymond qui a fait ça, hein, c'est ça? Voilà, vous imaginez que, alors ça c'est l'excentricité, c'est l'ellipticité de l'orbite en fonction de la distance, ça c'est la grosse planète Jupiter, le Soleil est par là, on imagine qu'on a des objets secs à l'intérieur du système solaire, des objets mouillés à l'extérieur, et on va laisser tout le monde se promener comme ça se fait. Bon, ça c'est Sean a fait un très joli dessin. Vous voyez, tout ce qui est mouillé c'est à droite, tout ce qui est sec c'est à gauche. Et puis avec les processus qu'a décrit Hervé ce matin, c'est-à-dire le passage des résonances, etc., tout va commencer à se balader à l'intérieur du système solaire. Beaucoup va finir dans le Soleil, beaucoup va sortir du système solaire, mais vous voyez que vous avez... c'est Jupiter qui fait le bout en train là-dedans, et vous voyez que tout se mélange de façon extrêmement efficace en quelques dizaines de millions d'années. Donc voilà. Bon, on arrive au bout, hein. Bon, on a compris, hein. Voilà, on va terminer avec le bon nombre de planètes, avec des planètes d'un système interne qui contiennent de l'eau, et qu'elles ont hérité de l'extérieur du système solaire, parce que Jupiter a ruiné la soirée en venant foutre tout le monde dehors. Là. Voilà ce qui se passe. Où est-ce qu'on est là? Voilà, ben vous avez compris, hein, on va pas passer Noël dessus. Voilà. Alors, on en a reçu combien de ce matériel de l'extérieur du système solaire? On en a reçu combien? Alors comment peut-on l'expliquer? Alors ça, c'était l'idée grandiose de ce gars des années Apollo, qui s'appelle Xu, probablement chinois, et qui a fait l'observation suivante. Il y a des éléments qui sont épouvantablement sidérophiles. Sidérophiles, c'est-à-dire qu'ils vont dans le noyau. Tellement sidérophiles que le facteur d'enrichissement du métal par rapport au silicate, c'est de l'ordre 10 puissance 5, 10 puissance 6. Donc, lorsqu'on fabrique le noyau, il ne doit plus rester un chouïa d'éléments de la famille du platine. Malheureusement, on en trouve. Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Heureusement, on en trouve. On trouve des platinoïdes. Et alors, je vais vous montrer un autre argument qui est assez intéressant. On trouve des éléments du groupe du platine dedans. Et donc, il y a effectivement un apport de météorites, parce que les météorites sont très riches. Les chondrites sont très riches en platinoïdes. Pourquoi? Pas parce que ce sont des chondrites, mais simplement parce qu'ils n'ont pas subi l'extraction du noyau. Donc on a apporté, alors si on fait cette équation, je sais, c'est un peu difficile pour vous, c'est une règle de 3, mais bon, masse du manteau fois la concentration dans le manteau, est égale à la masse de Leyde-Vinir, on va appeler ça le vernis tardif, fois la concentration dans les chondrites, on doit avoir une équation, et on peut calculer la quantité de matériel chondritique qui a été apporté après la différenciation du noyau. Et le chiffre qu'il nous donne, c'est 0,4% de la masse terrestre correspond au Leyde-Vinir. Voilà ce que ça fait. Alors sur la Lune, c'est comme ça, sur la Lune, c'est différent. Voilà, ça PUM, là, c'est Primitive Upperment, c'est le manteau terrestre. Un élément qui est très important pour démontrer, ça beaucoup de nos amis cosmos ne comprennent pas bien ça,
un élément qui démontre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la différenciation du noyau, c'est que vous voyez qu'une fois que c'est normalisé par rapport aux chondrites, les abondances sont constantes. Donc, comme l'attirance du noyau pour ces éléments varie quand même suivant les éléments, cela veut dire que ces platinoïdes-là, ces PGE, n'ont pas vu le métal, ils n'ont pas vu la différenciation du métal. Il ne faut pas me dire on va en enlever un petit peu, on va s'arranger, vous allez voir. Non, non, non. Ce matériel-là, sur la Terre, est arrivé, et il est arrivé après que le noyau se soit formé. Et là, sur le manteau lunaire, c'est pareil, mais le manteau lunaire, il a 40 fois moins de PGE, donc d'éléments du groupe du platine, que la Terre. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Hein. Vous voyez ce qui se passe, bon, le platine, l'osmium, le radium, hop, ils vont là. Hein. Et donc, si vous mettez la quantité de vernis tardif, c'est-à-dire cette dernière fraction de météorite qui est là, vous avez 0,6%. Donc j'ai mis 0,4, 0,6 c'est OK aussi. 0,6% de late venir pour la Terre et 0,015% pour la Lune. Alors où est-ce qu'on peut avoir faux? On peut avoir faux par le fait que si on a des impacteurs, ça c'est la Terre, ça c'est son noyau. Si je fais un impact d'un astéroïde différencié, ou qui se différencie rapidement, je fais un impact d'un astéroïde différencié avec un noyau au centre, un manteau et de la glace autour, par exemple, Cérès, Ganymède, Europa, je ne sais pas comment on dit, et qui rentre dans la Terre, qu'est-ce qui va se passer? Le noyau, il va aller, piouf, direct dans le noyau terrestre. Et ça, vous ne le verrez pas, parce que les platinoïdes, ils ne sont pas dans le manteau, ils sont dans le noyau. Donc vous ne les voyez pas, c'est transparent. Donc en fait, le 0,4%, c'est une valeur minimale de la quantité de météorites qui a été apportée par ces impacts. Donc par contre, en ce qui concerne les éléments volatiles, ceux-là, ils sont vaporisés, ils se mélangent au manteau, ils ne vont pas dans le noyau. Donc vous allez déduire de la proportion de platinoïdes que vous voyez dans le manteau, une valeur sous-estimée de la quantité. Alors cela veut dire que la Lune et la Terre n'ont pas reçu la même quantité de vernis tardif. Je vais vous montrer une équation, elle reviendra tout à l'heure. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai mal placé probablement. Voilà, c'est ici. Oui, parce que je l'ai fait 2 fois. Donc la concentration de H2O dans la planète, c'est la fraction, le flux de vernis tardif dans le système solaire, multiplié par la section efficace, divisé par la masse. En gros, ce que cette équation nous dit, vous voyez, c'est proportionnel à 1 sur R. Nous dit que la Lune devrait en fait avoir plus d'eau, puisqu'elle a une masse plus petite, que n'en a la Terre. Parce que ce qu'elle va recevoir, c'est fonction de la section de la Lune, mais ça va se diluer dans le cube, c'est-à-dire dans le volume. Donc la Lune devrait avoir en fait plus d'eau. Donc ça, c'est imparable. On ne peut pas avoir un vernis tardif général, des petits morceaux qui tombent d'un petit peu partout, etc. Non, c'est un gros objet qui est venu rentrer dans la Terre à un certain moment pour apporter cette eau et apporter tous ces platinoïdes. Alors l'histoire est suivante, on a la théorie. Les premières choses qu'on ait vues, c'est qu'il y a le grand événement de fractionnement du noyau, ça on vous en a déjà parlé, c'est le fractionnement de l'hafnium-tungstène il y a une 30aine de millions d'années. Ça c'est incontournable, ça, on ne peut pas faire autrement. La Terre est là et on peut la bouger un peu, la Terre, vous avez gagné quelques millions d'années, mais vous ne pouvez pas le faire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Mathieu Touboul, qui a mesuré la composition isotopique du tungstène en fonction du rapport père-fils. Et il voit que ça ne varie pas, alors on trace des isochrones, et il nous dit pour avoir cette égalité du tungstène, de la composition isotopique du tungstène dans la Terre et dans la Lune, il faut que ce soit un phénomène tardif, c'est-à-dire au moins 60-70 millions d'années. Et il s'est lié avec mon ami Morbidelli pour essayer de nous dire que non, c'est pas 30 millions d'années, c'est 70 millions d'années. Alors voilà ce que c'est, ce papier de Jacobson, qui est drivé par Morby et par Dave Ruby, qui est un papier intelligent, qui est en gros, qui dit que plus on attend, moins on peut ajouter de vernis tardif. C'est-à-dire que le vernis tardif, c'est ce qui reste après la soirée dans le système solaire. Hein. Donc plus vous attendez, plus c'est balayé, moins il en reste.
Donc si vous faites la terre tôt, vous aurez beaucoup de vernis tardif. Si vous faites la terre tard, vous aurez peu de vernis tardif. Donc eux ont pris pour agent comptant les 0,4% de vernis tardif. Ils ont fait tout de leur modèle et puis à l'endroit où le machin se recoupe à 0,4, ils nous disent la Lune s'est formée il y a 80 millions d'années. Mais si vous dites en fait on a une valeur qui est sous-estimée, mettons un facteur 5, et que voilà, on est à 2% de vernis tardif, ben, l'histoire n'est plus la même, parce que vous pouvez très bien avoir ici, vous voyez où ça, les courbes ici, pardon, la courbe recoupe les 2% ou 3%, hein, ben c'est 30 ou 35 millions d'années. Donc ce papier-là n'est pas la preuve que la Lune s'est formée relativement tard. Et ça, c'est extrêmement important, parce que la Lune, la minéralogie de la Lune ne donne pas l'impression du tout que la Lune s'est formée dans un environnement humide. On n'a pas d'amphibole, on n'a pas de chlorite, on n'a pas de choses comme ça. La Lune, c'est sec comme un coup de trick. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je maintiens cette idée que la Lune, c'est une chose qui se forme peut-être vers 30 ou 40 millions d'années, que le vernis tardif arrive après en quantité relativement grande, et qu'il arrive de façon hétérogène, probablement un gros objet. Allez, on va se prendre, il y avait un satellite de Jupiter appelé Europa 2, qui est venu rentrer sur la... voilà. 150 millions d'années. Alors après, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Pendant 150 millions d'années, je vais peut-être sauter ça, c'est pas très grave. Voilà, on a encore des indications qu'il se passe beaucoup de choses. Voici par exemple plutonium-xénon et iode-xénon. Vous voyez que ça, c'est des fractionnements, ce sont des radioactivités éteintes. Et on voit que les météorites sont là, la Terre est là, et il se passe des fractionnements volatiles. Alors l'iode est volatile, le plutonium n'est pas volatile, donc on a des fractionnements père-fils à 120, 130, 140, on a la même chose dans les isotopes du plomb. Donc c'est des choses qui sont importantes. Je vais sauter Vénus, voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Je vais faire un petit résumé. Une tonne de silicaté contient à peu près 500 grammes d'eau, ça fait 500 ppm. Et si, voilà, alors si on le compare à, si vous enlevez l'hydrogène et l'hélium du Soleil ou de Jupiter, vous ne voyez pas grand-chose, hein, mais il reste quelque chose, ça vous fait 200 kilos. Hein. Donc voilà, la Terre est quand même très appauvrie en eau, est appauvrie dans tous les volatiles, et s'il y en a un peu suffisamment pour prendre un bain, c'est qu'on en a rapporté. Alors, la Terre est née sèche dans la partie interne du système solaire, et bien avant qu'on commence à condenser l'eau de la nébuleuse, et les 500 grammes d'eau par tonne d'eau terrestre sont arrivés tard, dans un sens, comme m'a dit un jour, je n'avais pas pensé à l'expression, l'eau est extraterrestre. Hein, c'est mignon comme définition. Voilà. Alors là, je vais reprendre cette eau, je vais essayer de dire qu'est-ce qu'on en fait. Je vais aller très vite, ça c'est les choses qu'a montré Hervé, Jack Hills, vous l'avez déjà vu. Hein, voilà. La roche, il y a un granit. Pour faire un granit, il faut de l'eau. C'est incontournable. Vous ne savez pas faire un granit. Pourquoi ? Prenez un liquide granitique, vous le mettez au contact d'une péridotite du manteau, il y a une réaction. Donc, vous ne pouvez pas sortir un liquide qui réagit. Hein, vous ne pouvez pas sortir de l'acide chlorhydrique et de la soude. Vous ne savez pas faire ça. Ben là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas sortir de granit du manteau. Donc il faut fondre quelque chose de différent. Et ce différent, c'est des basaltes humides. Comme l'a montré Hervé, il y a des valeurs d'oxygène qui montrent qu'il y a de l'eau. Et donc très tôt dans l'histoire de Jack Hills, il y a de l'eau. Voilà. Alors je vais prendre quelques minutes pour des choses extrêmement différentes. Hein. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'origine de la vie ? Comment va-t-on ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'eau ? Qu'est-ce qu'on va faire de la tectonique des plaques ? Donc c'est quelque chose qui est différent. Qu'est-ce qu'on va faire des continents ? Alors fondamentalement, la vie c'est une série de batteries avec des potentiels redox très différents. Vous avez le côté nourriture et vous avez le côté comburant, le côté réduit et le côté oxydé. Alors vous voyez ici la matière organique, la plus simple que vous pouvez imaginer. Ça va être du formol, je crois. Voilà, ici vous avez le carbonate. Vous pouvez prendre le méthane et le carbonate de nouveau. Vous pouvez prendre le sulfure et le sulfate. Vous pouvez prendre le fer
ferrique et le fer ferreux, fer ferreux et fer ferrique, pardon, manganèse de plus, le nitrate, l'oxygène, etc. Et ça, c'est une échelle de PE qui est proportionnelle au EH, si vous préférez travailler en EH. Et si vous avez les donneurs d'électrons, ici vous avez les accepteurs d'électrons. Alors, il nous faut finalement trouver, le gros drame de la vie, c'est de trouver de l'énergie et de trouver des accepteurs d'électrons convenables. Alors, on va trouver des donneurs d'énergie, on en trouve avec l'hydrogène, éventuellement avec le méthane, et puis on va trouver des accepteurs d'électrons qui vont être les nitrates et les sulfates, l'oxygène éventuellement, hein, et on va travailler avec ça. Alors où est-ce que ça se trouve? Bon, les images d'Épinal de l'origine de la vie, c'est ça, les fumeurs noirs. Fumeurs noirs, trouvés depuis la fin des années 70 sur les rides Est-Pacifique et puis sur tout un tas de choses. Voici un fumeur noir qui crache. Ça, ces suspensions sont essentiellement du sulfure de zinc et du sulfure de cuivre, de la chalcopyrite. Et puis vous avez ici des dépôts qui sont là, dans un océan, bien sûr, qui est l'eau de mer normale. Alors c'est très important puisque vous avez la serpentinisation. Alors Barnes et O'Neill, 69, hein, on n'a pas prêté très attention à ça. Et en gros, l'origine de l'hydrogène dans ces systèmes-là, c'est la réaction du composant ferrifère de l'olivine avec l'eau. Donc ça, c'est la fayalite. Excusez-moi pour le fond, mais j'ai transporté cette diapo d'une autre présentation, qui réagit avec l'eau pour donner de la silice et de la magnétite et qui libère de l'hydrogène. Alors, pour montrer en quoi ça se relie à la vraie vie, hein, prenez cette silice formée, vous la faites réagir avec le composant magnésien de la forstérite, de l'olivine, et vous obtenez de la serpentine. Vous avez une serpentinisation, c'est ça qu'on dit que la serpentinisation produit de l'hydrogène. Vous allez aujourd'hui, le long de la ride médio-atlantique, vous former de l'hydrogène partout. Alors, cet hydrogène, vous voyez cet hydrogène, mais vous voyez aussi d'autres choses qui sont vous verrez du méthane, vous verrez de l'ammoniac, et puis ça se forme comme ça, quoi. Ça, CO2 plus 4H2 donne du méthane et de l'eau, et N2 plus 3H2 donne de l'ammoniac. Donc ça fait des très bonnes choses pour les molécules prébiotiques. Ça, l'inconvénient, c'est que ces fumeurs noirs ici sont à 350 degrés, et à 350 degrés, le pH est très bas. Il est très bas, et ça, c'est un problème qu'on va devoir résoudre. Alors, en gros, le pH, hein, une réaction d'altération des roches, vous allez changer K+, et H+, par exemple. Vous allez changer Na+, et H+. Donc, le rapport K+ sur H+ sera fonction de la température. Et en gros, ce qu'il faut savoir, vu les delta G, plus la température augmente, plus le H+ est grand. Hein, et donc, c'est ce qui fait que le pH est bas dans les sources thermales de haute température. Et ça, c'est pas bon pour les expériences de Urée. Alors, vous avez ce problème. Vous avez le problème du pH qui est là. Je commençais par le numéro 2, mais vous avez le problème numéro 1. C'est, ce que je disais hier soir, c'est l'origine du phosphore. L'origine du phosphore, parce que pour faire la vie, c'est bien d'avoir de l'H2, c'est bien d'avoir de l'énergie, mais si j'ai de l'essence et pas de voiture, je ne suis pas bien. Donc il nous faut arriver à faire non seulement du métabolisme, du catabolisme, etc., tout ce que vous voulez. Et puis il faut arriver à faire fonctionner... Alors le pH c'est important, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas dit là, hein, vous pouvez faire fonctionner les réactions de Strecker qui sont les réactions de dissociation. Ça c'est pour vous impressionner, pour vous montrer que je sais ce que c'est que des aminoacides. Et donc vous avez des différents pK, vous voyez, vous avez le premier, donc je ne sais pas, le petit a c'est la dissociation du groupe COH et le petit b ici c'est la dissociation du groupe NH3. Donc pour que ce soit, il faut qu'on soit en gros entre ces deux barrières pour que les aminoacides fonctionnent proprement. Donc avec des pH de 2 ou 3, les acides aminés, ben, ils n'aiment pas trop. Ils servent à rien, quoi. Hein, donc voilà.
Alors, je passe franchement à des choses nouvelles. Hein. On s'est posé la question comment, ici ou les réunions d'Astrobio qu'on avait avec Antonio Lascano, etc., comment faire, par exemple, des réactions de Miller. Pour les réactions de Miller, ça marcherait bien, mais on voudrait que le pH soit élevé. Et le pH dans les fumeurs noirs, il n'est pas élevé. Alors on nous a fait des histoires avec Lost City, mais Lost City, il n'y a qu'à regarder la chimie, c'est de l'eau de mer un petit peu chauffée, c'est pas vraiment un fumeur noir. Ça. Donc on va essayer de trouver des environnements dans lesquels il y a des pH élevés. Alors comment peut-on trouver des pH élevés? Et donc ça c'est la thèse de Marie-Laure Ponce, qui était notre étudiante à Lyon, et qui avait commencé à faire des isotopes du zinc dans les serpentinites d'Issua. Et là, on a été elle est revenue me voir avec des mesures, et je lui disais, va les refaire, elles ne sont pas bonnes. Je fais toujours ça, quand l'étudiant m'amène un truc extraordinaire, je lui dis, c'est pourri, va refaire ta manip, ou va refaire ton calcul. Je sais comment encourager les gens. Voilà. Donc, alors voici le zinc ici, et toutes les roches ignées, sédimentaires, détritiques, etc., sont dans la bande grise. Vous ne pouvez pas le lire, mais c'est 0,25 ici. Alors les serpentines actuelles, comme celle de Gackel, comme celle qu'on trouve dans les Alpes, etc., tout le monde se trouve dans cette bonne zone ici. Alors, on s'est posé la question, on est allé voir, et puis les serpentines d'Issua sont bien en dessous. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait du zinc qui a des propriétés isotopiques anormales? Et on a commencé à chercher les constantes de fractionnement isotopique du zinc en fonction des différents ligands possibles. Et comme dans la vie, comme dans la vraie vie, c'est toujours pareil, le fractionnement isotopique va toujours dans le même sens, presque toujours dans le même sens. Les cations qui ont une forte attirance pour les électrons vont préférer les isotopes lourds, c'est-à-dire que si on prend des ligands qui contiennent de l'oxygène, carbonate, phosphate, sulfate, ils vont se jeter sur les isotopes lourds. C'est une question de fréquence de vibration. Hein. Et alors c'est pareil pour l'azote. Hein. Si on prend l'histidine, c'est lourd. Mais si on prend des liens mous pour lesquels le lion n'a pas une forte attirance pour l'électron, comme le soufre par exemple, on va avoir une préférence pour les isotopes légers. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Et on a fait tous les calculs possibles et imaginables. J'ai fait ça avec mon ami Toshi Fuji du Japon. Voilà, on a fait une étude de la spéciation, etc. Puis on voit une chose relativement simple, c'est que il nous faut des carbonates dans l'eau en quantité importante pour enlever l'isotope lourd de la serpentinite, pour lessiver préférentiellement l'isotope lourd, et laisser la serpentinite avec un enrichissement en isotope léger. Mais ça vient avec un prix. Ça ne se fait que dans des conditions de pH qui sont extrêmement contraintes. Donc on va dire, il nous faut un pH relativement moyen. Vous voyez, si je fais ça avec un pH de 9 ou de 10, je ne vais pas être bien. Et alors, si je regarde la spéciation après, je n'ai plus de carbonate, je n'ai plus rien, je n'ai plus que des chlorures, etc. Donc si je veux des carbonates, si je veux enlever des carbonates lourds, il faut que je sois dans une zone de pH qui soit entre 5 et 9. Alors, je commence à me gratter la tête, je commence à se dire, tiens, c'est rigolo ce truc-là, ça peut nous servir de paramètre. On pourrait le faire avec le phosphate, mais on ne sait pas augmenter les quantités de phosphate en quantité indéterminée. Donc on va monter le carbonate en augmentant la pression de CO2, ce qui se fait tout naturellement dans l'altération des péridotites. Donc ce qu'on va, on va chercher des fumeurs noirs ou des fumeurs aux endroits où il y a des pH élevés, c'est-à-dire des fumeurs de basse température, et on trouve ça dans les Mariannes, dans les volcans de boue. On voit des volcans qui ont des fumeurs avec une température de 100 degrés, des pH de 8, 9, 10, etc. Et on a mesuré, donc je dis c'est le on royal, c'est l'étudiant qui mesure bien sûr, les serpentinites des Mariannes, et on en trouve qui sont négatives ici. Donc ce qu'on en conclut, c'est qu'il nous faut un environnement d'arc pour fabriquer
un environnement favorable à la dissociation des acides aminés. Et voilà le type de fumeur blanc qu'on a aux Mariannes, hein, vous voyez, alors avec les clams que vous reconnaissez ici. Ça m'amène à parler des nutriments et de ce qu'on fait avec cette eau et en quoi la géologie va être tributaire de ce qui se passe et de la tectonique des plaques. Alors vous connaissez ça. Vous connaissez ce diagramme de corrélation dans l'océan, cette très belle corrélation entre les nitrates et les phosphates avec les eaux profondes, les eaux superficielles qui sont là. Hein, vous avez cette corrélation, alors certains diront que ça s'appelle le rapport de Redfield par exemple, hein, mais vous avez cette corrélation entre les nutriments qui est extrêmement forte dans tous les coins de l'océan, ça marche, et bien sûr c'est le rapport CNP du plancton. Alors pourquoi ces éléments sont liés? L'ATP, il nous faut des phosphates, il nous faut plein de choses comme ça. Alors vous voyez, ça c'est inorganique, organique, ça sur des stations marines. Vous avez cette même corrélation nitrate-phosphate qui est absolument superbe. Voilà, donc ça ce sont les nutriments les plus importants. Et on le voit bien dans l'océan, ceci c'est une vieille coupe des sections, vieilles sections géosex hein, des années 60. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle géosex, mais je ne sais pas. Donc, c'est l'utilisation des nutriments. Alors, vous avez le sud qui est à gauche et le nord qui est à droite. Et vous voyez ici, donc, des zones qui sont appauvries en nutriments qui sont là. Et puis, alors attendez, je me trompe, c'est le 10 degrés nord. Oui, c'est bien le sud qui est à gauche. Hein. Et on voit donc des langues d'eau qui sont appauvries en phosphate, qui reviennent vers le sud de l'Atlantique. Et donc le phosphate est vraiment l'élément. Alors ici, je dois avoir l'oxygène, le phosphate et le nitrate. Vous voyez, ils sont fortement corrélés. Et donc vous avez ici quelque chose qui est riche. Voilà, en rouge c'est riche, en jaune c'est appauvri, et en fait vous voyez le tapis roulant avec l'eau atlantique de la NADW qui est là, et ici vous avez l'eau antarctique qui se prélasse sur le fond, et ici vous avez les zones les plus superficielles. Donc vous avez cette corrélation entre les différents phosphates. Alors en quoi ça va nous affecter ? Eh bien, la question va se poser de l'origine du phosphate dans la vie que nous avons là. Et en quoi est-ce lié ? Est-ce un problème important pour l'eau dans le système solaire ou l'eau dans la Terre ? C'est que l'eau, c'est la tectonique des plaques. Tectonique des plaques, c'est des continents. Des continents, ils sont soit au-dessus de l'eau, soit ils sont en dessous de l'eau. Et donc, on va pouvoir amener des éléments, des nutriments. Alors, je reviens à l'isotope du zinc, ici. C'est encore la thèse de Marie-Laure Ponce, ici. Et on voit que les phosphates, c'est pareil. Hein, les phosphates sont très lourds. Hein, les PO4, ils contiennent des oxygènes. Et ils ont un amour immodéré pour les zinc isotopiquement lourds, c'est-à-dire riches en zinc 66 et pauvres en zinc 64, par rapport au zinc tout nu ou au zinc ordinaire qu'on trouve dans les feuilles, par exemple les malates, des trucs comme ça. On voit ce qu'on a fait ici, c'est une analyse des isotopes du zinc montrant au cours des âges géologiques. Alors vous voyez des roches qui sont à 3,8 milliards, je vais arriver à maintenir mon pouce au bon endroit, à 3,8 milliards ici, à 3,5 milliards ici, on est dans la zone du zinc ordinaire, du zinc sans histoire, du zinc gris, celui des magmas, celui des roches détritiques, il est à 0,25, il est là. Puis tout d'un coup, ça plonge du nez, et puis ça augmente de nouveau, férocement, et on arrive à des valeurs qui sont bien plus élevées et qui sont cohérentes avec les valeurs de zinc que l'on trouve dans les nodules de manganèse aujourd'hui. Donc il se passe quelque chose vers 2,3 milliards, 2,5 milliards, 2,7 milliards, quelque chose dont beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. Et c'est une chose que l'on savait avec les isotopes du strontium déjà, mais on n'avait pas bien compris. Et c'est mon collègue Nicolas Coltis de Lyon et ses co-auteurs Jacques Rey et Nicolas Flamand qui ont levé le lièvre, c'est les isotopes du strontium. Comment mesure-t-on les isotopes du strontium dans le passé ? On les mesure dans l'eau de mer, on les mesure en mesurant des carbonates. Dans les carbonates, il y a du strontium, du calcium, c'est des éléments alcalino-terreux, mais il n'y a pas de rubidium. C'est comme si on fossiliser la valeur de l'eau de mer.
Donc on peut calculer l'évolution de l'eau de mer, du strontium dans l'eau de mer, c'est ce qu'ils ont fait ici. Hein, pardon, je vais revenir, voilà. Et on a celle du manteau qui est là, mais je vais arriver à le maintenir, oui. On a l'évolution du manteau, et vers 2,3 milliards, 2,7 milliards, 2,5 milliards, quelque chose comme ça, on a un décollage de l'eau de mer qui correspond, bon, on va dire, il n'y a pas énormément de points, mais qui correspond bien à ce qu'on voit sur l'évolution du zinc. Qu'est-ce que c'est cet événement? Cet événement à 2,3 milliards, 2,4 milliards, 2,5 milliards correspond à l'oxygénation de l'atmosphère. Ça, on le savait depuis un moment. La preuve en a été apportée par le fractionnement indépendant de la masse des isotopes du soufre. Le delta S33 de James Farquhar est une chose qui a vraiment démontré que à 2,4 milliards ou 2,3 milliards, on avait enfin une couche d'ozone qui empêchait les ultraviolets d'arriver jusqu'au sol et de dissocier le SO2 volcanique pour fabriquer ces anomalies de S33. Donc on sait que vraiment l'oxygène... Alors ça correspond. Qu'est-ce qui peut se passer ici? Et d'un point de vue géodynamique, et en quoi est-ce dû? Alors ça, c'est l'eau, effectivement. C'est l'eau qui est impliquée là-dedans. Comment l'eau peut être impliquée? Alors, vous voyez, le strontium à la fois qui est là. Alors le strontium, quand est-ce qu'il commence à monter? Il commence à monter quand on a les rivières. Pour avoir des rivières, c'est quand même mieux d'avoir des continents. Donc on a des surfaces émergées qui permettent d'éroder des vieux continents et qui amènent du strontium à la mer qui est extrêmement radiogénique. Zinc, même chose. On a du zinc qui rentre dans un cycle d'altération avec les phosphates que je vous ai montré dans les plantes, dans les choses comme ça. Et on commence à avoir une variation. Il faudrait que j'entre dans le détail pour vous montrer ce qu'est le zinc sur les plantes. Mais en gros, les plantes, enfin tous les animaux, bricolent le phosphate pour essayer de se garder des réserves d'énergie. Et le phosphate de zinc est isotopiquement extrêmement lourd. Et donc, c'est ce qu'on voit, cette variation, c'est l'apparition du phosphate de zinc dans le cycle externe. Le zinc est un élément très important, c'est un nutriment. Non seulement c'est bon pour vos systèmes immunitaires, mais vous voyez qu'à partir de ce moment-là, bon, le zinc est endormi, là on commence à avoir un événement, puis ça revient, on pourra revenir là, on pourra expliquer ça. Et ici, on a un régime qui est totalement différent, qui est lié à l'apparition du phosphate dans des niveaux qui sont émergés, dans des niveaux de continents émergés. Est-ce à dire que les continents n'étaient pas émergés avant? Eh bien oui. Oui, on pense que les continents n'ont commencé à être émergés qu'après l'énorme événement orogénique à 2,7 milliards qui est ici. On a enfin vu la surface de façon permanente et on a commencé à produire de l'oxygène. Quelqu'un m'a dit hier soir, ah mais l'oxygène c'est les stromatolites qui le produisent. Les stromatolites à 3,4 milliards, ils n'étaient pas très bons parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc si les stromatolites faisaient de l'oxygène, ça se saurait. Donc, à 3,4 milliards, il n'y a pas d'oxygène. Il y a encore du fractionnement indépendant de la masse du soufre. Il y a encore toutes les caractéristiques sont là pour montrer que 3,4 milliards, 2,7 milliards, il n'y a pas encore de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc la tectonique des plaques nous a fait jusque vers 2,7 milliards ou 2,5 milliards des continents dont l'essentiel était émergé, ou quand ils n'étaient pas émergés, étaient érodés tellement vite qu'ils repassaient sous le niveau de la mer. Le strontium restait un strontium mantélique, le zinc restait un zinc détritique, c'est-à-dire détritique sous-marin. On reprenait des morceaux de lave, des éboulis de pente, des choses comme ça, et que ce n'est que vers 2,3 milliards à 2,4 milliards qu'est arrivé l'émergence. Et donc ça, c'est la deuxième naissance de la tectonique des plaques, celle qui a contribué à la vie, celle qui nous a permis d'avoir une vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est parce qu'on est au-dessus de l'eau qu'on arrive à avoir une vie relativement sophistiquée. Et alors, le bénéfice énorme, c'est que, alors je ne l'ai pas montré ici, je vais le montrer là, oui, parce que j'ai répété les trucs. Alors, je voulais montrer le bilan du phosphate, je l'ai perdu, je l'ai mis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que c'était pas cette salade? Je l'ai mis là tout à l'heure. Alors, ce que je voulais dire, simplement, c'est que le phosphate a un bilan négatif vis-à-vis quand vous faites les bilans des flux de phosphore à l'océan,
Vous voyez, l'input, alors ça, c'est si vous prenez les rivières, donc vous avez 3,10 puissance 10 mol par an. Si vous prenez les systèmes des rides, vous avez moins... c'est pas vrai, moins 4,5 10 puissance 7, donc c'est négatif, c'est une absorption de phosphore. Et sur les flancs, vous avez 3,10 puissance 9, on en bouffe encore plus. En gros, si vous laissez les bestioles s'occuper du phosphate et les rides médio-océaniques tourner sur elles-mêmes, vous n'avez plus de phosphate dans l'océan. Voilà, ça c'est clair. Et donc, si vous avez un système comme ce qu'on dit, vous avez immersion des continents, vous avez des rivières. Les rivières vous amènent une érosion qui va vous fabriquer, alors ça dépend du pH, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez pouvoir amener des nutriments à l'océan par les rivières. Et avant ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ces couleurs rouges de productivité biologique autour des continents. Avant ça, on n'avait pas cette situation et donc la production de phosphate était occasionnelle, de faible durée. Je ne veux pas dire qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en avait pas suffisamment pour cette explosion de la vie qu'on connaît aujourd'hui. Alors est-ce que j'ai des choses... Non, j'ai juste doublé, voilà. Bon, mais c'est tout. Voilà. Ok, bon, je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser... Je pense que ça a été un peu long, je vois des traits tirés. Bon, voilà. Merci de votre attention. Voilà.